Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle invitation au voyage. Un voyage qui commencera aujourd'hui par l'Estonie avec l'un des compositeurs contemporains les plus joués de la planète. Le monde du cinéma, comme celui du rock, de Nick Cave à PJ Harvey, s'en réclame. Nous nous rendrons là où Arvo Pärt a trouvé la foi et l'inspiration. Fendre l'Atlantique à la voile, voilà ce qu'on vous offrira au Cap-Vert. Cet archipel est à la fois bercé par les alizés et giflé par l'harmattan, ces vents avec lesquels il a fallu composer au fil du temps. Le vent, je peux dire qu'il fait partie de ma vie. Mon travail, c'est avec le vent. Avec ma famille, on s'amuse avec le vent. Plus il y a du vent, plus on est content. Vous vous êtes déjà demandé ce que pouvaient bien manger les sumo pour être aussi costauds? Eh bien, nous irons à Tokyo, dans une de leurs écoles, et vous verrez ce qui fait leur force, le shankonabe, une fondue ultra protéinée. Manger, ça fait partie de notre job. On mange beaucoup. Alors tant qu'à faire, autant manger beaucoup de bons aliments. Voilà pourquoi j'ajoute un maximum de légumes. Enfin, à Athènes, je vous raconterai le geste à la fois fou et courageux de deux jeunes Grecs en haut de l'Acropole. De Gaulle a même qualifié l'un d'eux de premier résistant d'Europe. Ce sera dans l'incontournable. Ceci est un ukulélé, pas très bien accordé, d'accord. Et ce n'est pas en chantant que je vais vous faire la devinette, même si elle concerne cet instrument aujourd'hui. Comme beaucoup, vous croyez qu'il vient de Hawaï. Eh bien, détrompez-vous. Le ukulélé vient bien d'une île, il y fait presque aussi chaud qu'à Hawaï, mais ce n'est pas Hawaï. Ce petit instrument à 4 cordes est devenu très à la mode dans la seconde moitié du XXe siècle, notamment grâce à Marilyn Monroe ou à Elvis Presley. C'est surtout un emblème de Hawaï. Pourtant, il n'est pas né dans l'archipel. Alors d'où vient-il? De la musique, il y en a aussi dans notre inspiration aujourd'hui en Estonie. La musique divine d'un compositeur mystique, Arvo Pärt. Écoutez, le silence résonnait. Un homme d'un petit pays nordique l'a appris au monde. Voilà un demi-siècle. L'Estonien Arvo Pärt est le compositeur vivant le plus joué au monde. Dépouillée et puissante, sa musique fait surgir les paysages épurés de son Estonie et interroge le mystère de la création de ces étendues. Fur alina, Spiegel im Spiegel, De profundis, toute l'œuvre de Pärt est comme une grande prière emplie de silence, de pureté et de beauté qui touche au plus profond ses auditeurs à travers le monde. Son génie minimaliste a séduit les plus grands cinéastes comme Jean-Luc Godard, Werner Herzog ou encore Terrence Malick, qui ont repris ses compositions dans leurs films. Le long cheminement spirituel d'Arvo Pärt débute par une révélation. Dans l'est de l'Estonie, au milieu des champs, se dresse le seul monastère orthodoxe de ce pays de tradition luthérienne, le couvent de la Dormition de Purtitsa. Nous sommes vers la fin des années 1950. Le pays est sous occupation soviétique et la religion est bannie de la société. Mais ici, loin de la capitale, la vie monastique se poursuit, discrètement. Arvo Pärt est alors étudiant au conservatoire de Tallinn. Un jour où il vient faire du ski de fond dans les environs, il tombe sur le monastère. Quand il a ouvert les portes de cette église ici, il est entré pendant l'office de soir. On peut imaginer que c'était la première fois qu'il a entendu des moines chanter. C'est une autre musique déjà, et aussi un autre aspect des chanteurs, des chanteuses. Parce que quand on donne des concerts, c'est pour le public.
Et dans le monastère, les moniales, elles ne chantent jamais pour les hommes, mais pour Dieu. Donc je pense que c'est ça qui a frappé tout de suite Arvo. Ce chant qui vient de l'âme bouleverse le jeune homme. À une époque plombée par le matérialisme soviétique, les artistes ont soif de spiritualité. Au début des années 1970, Arvo Pärt se convertit à l'orthodoxie. Et un quart de siècle plus tard encore, en 1997, il écrit son œuvre majeure, inspirée de la liturgie orthodoxe, Canon Pokayanen. Un chef-d'œuvre audacieux, alors qu'il s'agit d'une commande pour l'anniversaire d'une des plus importantes cathédrales du monde catholique, celle de Cologne, Arvo Pärt compose une œuvre en slavon liturgique d'une durée de 90 minutes, chantée entièrement a cappella, comme le veut la tradition orthodoxe. Il a parfaitement trouvé le moyen de faire sonner le texte. Donc on est presque en lecture de ce texte sur une seule note. Il va vers l'accent. Et il ajoute une voix de tintinnabuli qui va avec cette voix principale, voix de récitation, qui touche des cloches de la corde. Cet art d'accorder les voix est l'essence de l'œuvre de Pärt, du style qu'il invente, le tintinnabuli. Pour l'élaborer, il lui a fallu passer par une profonde crise qui l'a laissé silencieux pendant une dizaine d'années. Une traversée du désert dont l'issue se dessine à l'été 1976, un jour où il se rend dans ce monastère qu'il connaît maintenant si bien. Installé sur un banc près de l'église, il est penché sur son cahier, désespéré. Tout d'un coup, il est arrivé une petite fille de 10 ans. La fille a demandé « Qu'est-ce que tu fais ?» Et Arvo a répondu « Voilà, j'essaye d'écrire la musique, mais je n'arrive pas. » Et la fille a demandé « Mais est-ce que tu as déjà remercié Dieu pour ton échec ?» Et comme Arvo dit, maintenant, il a compris beaucoup de choses de cette phrase de petite fille. Ça l'a aidé énormément pour continuer. Cette même année, le compositeur écrit son œuvre fondatrice du style tintinnabuli, Fur Alina. Quelques notes qui vont le faire connaître dans le monde entier. Une courte pièce pour piano, entre résonance et silence, qui hypnotise. Ce silence, indissociable de l'œuvre d'Arvo Pärt, il faut aller le chercher sur la côte de la mer Baltique, à Laulasma. Ici se trouve la maison de campagne où vivait jadis le professeur de Pärt, le compositeur estonien Eino Eller. Elle est aujourd'hui abandonnée. Arvo Pärt parle avec beaucoup d'émotion de son professeur. Il se rendait souvent ici, chez lui. En réalité, certains cours ont même eu lieu ici. Et ce qui avait peut-être encore plus d'importance, c'était les longues promenades dans la forêt voisine, au bord de la mer, ainsi que les conversations sans fin avec son professeur.
On parle beaucoup du silence dans la musique d'Arvo Pärt. Et si l'on observe la nature à cet endroit, on peut comprendre qu'au moins une partie de ce silence est originaire d'ici. C'est quelque chose qu'on peut ressentir physiquement dans cet environnement marin et côtier. Tintinabuli, ça signifie les clochettes. Mais il ne faut pas chercher à établir un lien direct entre le son des clochettes et la musique. Pärt lui-même a toujours dit qu'il s'agissait d'une métaphore d'un certain son, clair et net, des clochettes, qu'il essaie de transmettre avec sa musique. À la fin des années 70, alors que la popularité d'Arvo Pärt s'accroît à l'étranger, en URSS, les autorités se méfient de son style inclassable et de son évidente inspiration religieuse. En 1978, le KGB lui interdit une tournée en Europe, puis on l'oblige à quitter l'Union des compositeurs. Il est finalement contraint à l'émigration. Tôt le matin du 18 janvier 1980, à la gare de Tallinn, Thomas Sitan, qui est à l'époque étudiant au conservatoire, est la seule personne à avoir le courage d'embarquer pour accompagner jusqu'à la frontière son ami Arvo Pärt, qui part vers l'inconnu avec sa femme et leurs 2 fils. Ils avaient 9 valises, la plupart remplies de manuscrits, de papiers, de partitions. Dans le train, on parlait beaucoup de la vie, des souvenirs, des personnes qui sont restées derrière. Je ne pense pas vivre un autre voyage d'une telle intensité émotionnelle dans ma vie. D'autant plus qu'on était sûr qu'on n'allait jamais se revoir. L'état d'esprit de cette émigration, de l'inconnu, est peut-être rendu avec le plus d'acuité dans De Profundis, une œuvre chorale basée sur un psaume. Psalmi tekstile kirjutatud kooriteos. C'est une humble prière venant du plus profond de la détresse. Ce psaume, qui décrit la souffrance du peuple juif lors de l'exil à Babylone, fait écho à l'intense sentiment de perte que ressent Arvo Pärt. Il trouve refuge en Allemagne, d'où il va devenir une star mondiale. Ce n'est que 30 ans plus tard qu'il revient en Estonie, indépendante depuis la chute de l'URSS. Et c'est à Laulasmaa, dans la forêt qu'il a découverte étudiant, qu'il s'installe. Ici, entouré de pinèdes, se trouve le centre Arvo Pärt, qui abrite le bureau du compositeur. Celui dont la voix humaine est l'instrument de prédilection, écrit enfin une œuvre en estonien. And I heard a voice. Et j'entendis une voix. Tout part d'une lettre qui lui annonce la mort d'un ami archevêque envoyé par sa veuve Maria. Dans sa lettre, Maria Vem cite un extrait de la Bible et notamment un passage dans l'Apocalypse où se trouvent ces quelques belles lignes. « Heureux dès à présent ceux qui sont morts dans le Seigneur. » Et plus loin, « qu'ils se reposent de leur labeur. » Et c'est qu'ils se reposent de leur labeur, « Ingavad, ingavad, oma vevadest » qui a tout de suite sonné à ses oreilles comme de la musique et lui a donné envie de composer à partir de cette phrase. Pärt joue sur le double sens du mot ingavad, qui en estonien veut dire à la fois « il se repose »
et il respire. Il le répète en boucle, telle une incantation dans cette œuvre composée en 2017. Nad Ingavad, il respire. C'est justement dans ce rythme de la respiration que la musique suit son cheminement. C'est comme une métaphore de la vie éternelle. En Estonie, la forêt couvre presque la moitié du territoire. C'est dire que dans ce pays, les arbres sont considérés, certains même plus que d'autres. C'est le clin d'œil de Thomas Chauvineau. Vous vous souvenez de ce moment où vous avez passé le code, retenir tous ces panneaux de signalisation, succession de virages dangereux commençant par la droite, attention, passage à niveau à 150 mètres, ou celui-là, plus rare. Comme vous, je ne suis pas certain d'avoir compris sa signification. Celui qui vient, en revanche, vous ne le croiserez pas sur les routes de France. Il est estonien. Il indique un arbre remarquable du pays. C'est qu'en Estonie, les arbres comptent. Le plus ancien a même figuré sur le billet de 10 couronnes utilisé avant le passage à l'euro. Cet arbre, c'est le Tammé-Lori, un chêne vieux de bientôt 700 ans situé à Urvasté, dans le sud-est du pays. Sa circonférence dépasse les 8 mètres, tellement grande que 7 personnes pouvaient se glisser à l'intérieur. Je dis « pouvait » parce que Tammé-Lori a eu le temps de prendre cher au cours de sa longue vie. La foudre l'a frappé plusieurs fois. Pour le consolider, il a fallu injecter dans son tronc plusieurs tonnes de béton. C'est ce qui lui permet de rester debout aujourd'hui. Dans les années 1970, lors des travaux de consolidation, les ouvriers ont découvert que l'arbre avait servi de cachette pour les frères de la forêt. Les Frères de la Forêt, c'est une page de l'histoire balte. Après la guerre et l'annexion des pays baltes par l'URSS, environ 30 000 hommes et femmes se sont engagés dans une longue lutte de résistance, longtemps tue par le pouvoir russe. Assassinats, sabotages, cette guérilla a fait plus de 1000 morts côté russe. Les services secrets et même l'armée envoyée par Staline peinent à en venir à bout. Sur l'île de Saaremaa, même le chêne d'Orisare aurait résisté aux chars russes. En mémoire, personne n'ose le couper. Il est pourtant quasiment sur un stade de foot. Lors des matchs, il fait presque office de 23e joueur. Une récente étude du King's College of London l'affirme. Entendre chanter des oiseaux, c'est bon pour la santé mentale. Et ce chêne d'Orisare pourrait nous donner une idée. Où nichent les oiseaux? Dans les arbres. Et où les gens se rendent-ils en masse? Dans les stades. Plantons donc des arbres au Stade de France, au Iduna Park de Dortmund ou au Camp Nou de Barcelone, et puis écoutons simplement les oiseaux chanter. Ah, ça va être compliqué de garder notre brushing intact pour l'héritage. Je vous emmène maintenant sur un archipel qui a le vent en poupe. Nous partons au Cap-Vert. L'un des plus grands poèmes de la littérature capverdienne commence par ces mots. La mer nous a transmis sa persévérance et avec le vent, nous avons appris à danser dans le malheur. Ces vers racontent l'opiniâtreté d'un peuple qui a fait du vent, aussi diabolique que providentiel, son plus fidèle compagnon de route. Ami ennemi, cet élément a dompté le territoire autant qu'il a forgé le caractère des hommes. Soumis à l'armatan brûlant, venu du Sahel, capable de clouer des avions au sol, l'archipel est aussi balayé par les constants alizés du Nord, auxquels certaines îles doivent leur salut. Découvert par un Français féru de glisse, l'exceptionnel vent de l'île de Salles a donné naissance à des champions locaux, enfants du vent et de la mer. Le vent, je peux dire qu'il fait partie de ma vie. Mon travail, c'est avec le vent. Avec ma famille, on s'amuse avec le vent. Plus il y a du vent, plus on est content. La présence du vent au Cap-Vert est due à la position géographique de l'archipel au large du Sénégal, sur la route des alizés de l'Atlantique. Sur l'île de São Vicente, les arbres penchés par le vent
sont les témoins du souffle régulier qui balaie l'île d'est en ouest, traçant son chemin des tropiques vers l'équateur. Un vent béni par les pêcheurs du village de Salamanca qui, depuis des générations, entretiennent une tradition séculaire de pêche à la voile. Chaque pêcheur apprend ici à façonner son mât à partir d'un bois local et à tisser sa propre voile. On fabrique nos voiles nous-mêmes, avec les sacs de maïs qu'on importe de l'étranger. La présence des alizés leur permet de naviguer toute l'année sans moteur, emmenés par une brise régulière de 20 à 25 nœuds, caractérisée par l'absence de rafales. Quand on hisse la voile, on voit tout de suite la position du vent. La navigation à la voile offre beaucoup d'avantages. Quand on va vite, on reçoit moins d'eau par exemple, donc c'est mieux pour nous. Pour moi, c'est comme un sport et c'est vraiment agréable. Au XVe siècle, c'est grâce à ces vents exotiques que les Portugais découvrent l'archipel du Cap-Vert. Alors que leurs caravelles fendent l'immense nappe salée de l'océan, guidés par le vent portant, ils tombent sur ces îles vierges de toute présence humaine et en prennent possession pour étendre leur empire. Jusqu'au XIXe siècle, les alizés constituent un atout majeur pour le commerce maritime à la voile et continuent d'être providentiels pour les pêcheurs capverdiens. Aujourd'hui, il y avait un peu moins de vent que d'habitude, mais la pêche s'est bien passée car le vent était bon. Il était plutôt stable quand on est parti et là il est plus fort. Pour moi, c'est un ami parce qu'il nous donne du travail et il nous apporte des revenus. Donc j'aime beaucoup le vent. Mais sur les côtes rocheuses du Cap-Vert, mieux vaut être aguerri pour faire face au vent. Car aussi amical soit-il, il peut devenir un cauchemar pour les marins. S'il y a beaucoup de houle, avec les courants, ça peut être dangereux. Pour aller vers le sud, ça va, mais pour revenir, c'est plus compliqué à cause de la mer plus agitée. Donc quand les gens revenaient en marée contraire, beaucoup se perdaient et certains mouraient. En soumettant les hommes à ses caprices, le vent a aussi forgé leur caractère. Au Cap-Vert, les 10 îles de l'archipel sont réparties et nommées de par leur position face au vent. Avec son relief montagneux, Santo Antão fait partie des îles Barlovento, île au vent en portugais. Particulièrement exposée à cet élément, c'est aussi l'île la plus agricole de l'archipel. Ici, les potagers verdoyants, comme celui du village de Casa do Meio, sont des prouesses de l'homme. Car pour les agriculteurs, qui cultivent maïs, manioc, patates douces, carottes ou courges, le vent est un prédateur. C'est un village très venteux. Le vent souffle ici quasiment tous les jours. Pour le combattre, on travaille dos au vent. Par exemple, si le vent souffle à droite, on se met vers la gauche. Et on a mis en place un brise-vent en plantant de la canne à sucre autour des autres plantes pour les protéger du vent. Les plantes horticoles restent proches de la terre, alors que la canne à sucre est une plante qui monte. Donc c'est grâce à elle qu'on arrive à protéger un peu les autres du vent. Malgré ces précautions, ces cultures sont parfois ravagées en une journée par la présence d'un ennemi redoutable que l'on appelle l'harmattan. Ce vent chaud, venu du Sahel, est connu comme le loup blanc par tous les enfants de l'île qui ont appris à s'en méfier. Je me souviens très bien, ma grand-mère, par exemple, quand elle regardait le ciel, quand elle voyait des couleurs un peu rouges, des moutons blancs dans la mer, elle disait, vous pouvez vous préparer parce qu'il y a le vent chaud qui va bientôt arriver. Les gens faisaient tout de suite le signe de la croix parce qu'ils rattachaient le vent aussi à la présence du diable, de l'ennemi de Dieu, un grand ennemi. Quand l'harmattan arrive, le nez devient sec. Des gerçures apparaissent sur la bouche, la peau s'assèche aussi,
et la température cause de l'épuisement physique. Car ce vent d'est, soufflant à moins de 500 mètres d'altitude, transporte avec lui une poussière de sable qui s'attaque sournoisement aux hommes, mais brûle aussi les cultures. En chassant les nuages, et avec eux l'espoir de pluie, l'harmattan est aussi à l'origine des plus grandes périodes de sécheresse de l'archipel, comme celle des années 40. Si tu n'as pas de plantation, tu n'as pas d'herbe ni pour les animaux, tu n'as pas de récolte ni pour toi ni pour ta famille, et par conséquent, il y aura la famine, la misère. Donc c'est quelque chose qui nous persécute en quelque sorte depuis des générations et des générations. Profondément ancré dans la vie des Capverdiens, l'harmattan a même infusé leur littérature. En 1960, alors que le pays est encore sous domination portugaise, le Capverdien Manuel Lopes raconte le quotidien des agriculteurs dans son roman « Les victimes du vent d'Est », devenu un classique. Le vent brûlant descendait des montagnes, comme si les portes de l'enfer s'y trouvaient. Il balayait la surface des champs verdoyants et ne laissait pas après lui que brûlures jaunâtres, feuilles roussies virevoltant dans l'air dans une odeur irrespirable de poivre moulu. Les champs de maïs s'agitaient douloureusement, comme s'ils appelaient les hommes à leur secours. En évoquant pour la première fois cette réalité capverdienne, faite d'espoirs déçus et de famine, ce roman devient un élément de résistance culturelle et d'affirmation identitaire. Le vent a dessiné le tempérament de la jeune nation qui accède à l'indépendance en 1975. Le Capverdien, il ne va jamais se mettre par terre, se plaindre de sa situation et se battre tout le temps. Et on essaye de passer ce message aux générations plus jeunes. Aujourd'hui, le rapport au vent a changé. Plus de 60% des Capverdiens vivent en milieu urbain. L'agriculture est délaissée au profit du tourisme, qui a fait du vent un atout considérable. Plate et particulièrement aride, l'île de Sal n'avait que peu d'atouts pour elle. Pourtant, son destin a fait d'elle l'île la plus touristique de l'archipel. Dès le 19e siècle, bien avant que les hôtels investissent la plage de Santa Maria, la première activité de l'île, l'extraction du sel, profite déjà des atouts du vent. Comme le vent arrivait toujours du nord-nord-est, on profitait de cela pour transporter le sel. Il y avait un chariot qui parcourait un chemin de fer grâce au vent. Il avait des voiles qui lui permettaient de partir des salines et venir jusqu'au ponton, ici. En 1939, ce territoire plat, habillé de salines, est choisi pour accueillir le premier aéroport international du Cap-Vert. L'île n'est alors qu'une escale technique vers l'Amérique du Sud. C'est seulement dans les années 80 que son destin bascule. Alors que la planche à voile fait ses débuts en Europe, le vice-champion du monde français entend parler des alizés du Cap-Vert. En 1986, François Guy débarque à Sal et n'en repartira pas. Le vent exceptionnel qu'il y découvre le pousse à ouvrir la première école de planche à voile de l'archipel. Il a commencé à faire de la planche à voile et les jeunes s'y sont intéressés et s'y sont mis aussi. Beaucoup sont devenus férus de planche à voile. Voilà comment l'aventure a commencé ici. À partir des années 90, le tourisme s'envole et la baie de Santa Maria offre un balai constant de planche à voile. Mitu Monteiro fait alors partie des enfants de l'île qui rêvent de voler sur la mer. Dès l'âge de 7 ans, il est prêt à tout pour atteindre son objectif. Mon premier contact avec le vent, c'était avec une planche à voile que j'ai trouvée dans la poubelle. J'ai construit un petit voile avec les sacs de plastique noirs et j'ai passé la journée en train de faire ça. Je sentais la glisse, le vent et je sentais être transporté pour le vent. Et ça, j'ai commencé à comprendre un peu le vent, comment ça marche. S'il débute sur une planche à voile, Mitu Monteiro se fait un nom avec le kitesurf qui arrive sur l'île dans les années 2000.
À l'époque, faute de moyens, il n'a pas de quoi s'acheter des sangles pour accrocher ses pieds à la planche. Le Cap-Verdien invente alors une discipline, le strapless. La plage de Kite Beach devient son terrain de jeu. En fait, des fois, les gens, ils voient et disent « Mais comment c'est possible? Tu fais cette figure et tu gardes la planche. » Mais c'est ça, le secret, c'est le vent. Si tu mets la planche dans la bonne direction du vent, ça colle dans le pied. En 2008, Nitu Monteiro est sacré champion du monde de kitesurf et inspire depuis une génération entière avec cette discipline qui a fait de lui une star internationale. L'enfant de l'île a depuis ouvert son école pour transmettre ses sensations. Car bien qu'il ait parcouru le monde, il n'a pas trouvé de meilleur spot de glisse que cette plage et son couloir de vent exceptionnel. Moi, le matin, je vais regarder un peu les directions du vent. Par exemple, ici, dans cette plage, le vent arrive de la mer. Il y a une odeur, c'est trop bon. Alors, je charge d'énergie. Et ça va me remplir la journée. On peut trouver des vents qui arrivent de gauche, de droite, le vent onshore, le vent offshore. Disons qu'on a plein de conditions différentes. Et ça, c'est difficile au monde de trouver des endroits comme ça. Chaque jour, le champion local bénit cet élément qui a bousculé son destin, mais aussi celui de son île. Nous, avant, ici, on n'avait rien. C'est très important pour l'île parce que ça ramène beaucoup de travail. Les gars qui font les taxis, qui ne connaissent même pas le kitesurf, mais eux, ils demandent quand le vent arrive parce qu'ils savent s'il y a du vent, il va travailler, il va ramener les gens. Et ça, c'est très important pour nous parce que ça aide un peu dans l'économie locale. Faire de son vent une force, c'est bien l'ambition du Cap-Vert. Jusqu'alors contraint d'importer son énergie, le pays déploie depuis 2011 un important parc éolien. En permettant de produire un quart de l'énergie que le pays consomme, cette ressource naturelle apparaît précieuse pour l'avenir et pourrait faire du Cap-Vert un champion des énergies vertes. Certains parmi vous peut-être sont obsédés par les dictats de la minceur. Eh bien, aujourd'hui dans Papy, on prend le contre-pied. Vous allez découvrir un plat conçu pour prendre du poids. Un plat que les sumo mangent chaque jour, le shanko-nabe. Je me trouve dans une école de sumo, appelée Yamaibiki. On est en train de s'entraîner, comme vous pouvez le voir. Là, il s'agit de prendre du muscle, mais de travailler aussi l'endurance. Aujourd'hui, on va préparer la recette du shanko-nabe, avec un poulet entier. Il nous faudra aussi du radis blanc, des carottes, des légumes, et puis un peu de viande de porc. Comment vous expliquer? Dans une école sumo, on mange au moins une fondue par jour. C'est le repas de base. Ça nous permet de manger à la fois beaucoup de légumes et beaucoup de viande. Voilà pourquoi on en mange. Je prépare les quantités à l'œil. Nous sommes 14 sumotori ici. Disons que j'en prépare pour au moins le double. Est-ce que ça vous fait pleurer quand vous épluchez les oignons? Et comment? Ça arrive, oui. La nourriture est très importante pour nous. Vous savez, si on est trop léger, on se fait valdinguer. Il est très important d'être musclé. Il faut aussi avoir un certain poids. Sinon, on perd. Tout n'est peut-être pas dans le poids, mais quand on est lourd, ça reste un avantage indéniable. Quand je suis entré ici, je pesais entre 110 et 115 kilos. Aujourd'hui, j'en fais 153. Il y a des gens pour qui c'est une contrainte. Il y en a qui grossissent facilement et qui n'ont pas besoin de trop manger.
Il y a ceux qui aiment tout simplement le fait de manger. Et puis, certains n'arrivent pas à prendre du poids. Pour eux, le repas est difficile, car ils doivent se forcer à manger. Moi, ça va, j'aime ça. Ce n'est pas du tout pénible. Ce repas nous sert à la fois de petit déjeuner et de déjeuner. Disons que c'est une sorte de déjeuner, car on ne mange pas vraiment le matin. On finit notre entraînement vers 11h ou 11h30, on prend ensuite un bain et on part manger. Maintenant, je vais dépecer le poulet et utiliser sa viande pour la fondue. Le poulet est un bipède qui n'utilise pas ses mains pour marcher. Dans un combat, on perd dès l'instant où on met nos mains à terre. Par superstition, on cuisine donc le poulet. Je ne sais pas qui a inventé cette recette. Moi, j'ai appris par celui qui l'a préparée ici avant et qui m'a expliqué grosso modo la bonne façon de l'assaisonner et m'a donné des conseils. Pour ce qui est du dépeçage de poulet, j'ai appris en regardant des vidéos sur YouTube ou ce genre de choses. Je ne déteste pas cuisiner, mais ce n'est pas non plus ma grande passion. En tout cas, je ne le fais pas sous la contrainte. Là, je prépare le porc. Il s'agit de la poitrine. Vous suivez un ordre particulier? Disons que je fais attention aux aliments qui prennent du temps à cuire, c'est tout. Manger, ça fait partie de notre job. On mange beaucoup. Alors tant qu'à faire, autant manger beaucoup de bons aliments. Voilà pourquoi j'ajoute un maximum de légumes. J'ai très faim. La nourriture nous sert à nous forger un corps. C'est un peu comme notre entraînement. C'est en mangeant qu'on deviendra plus imposant et plus fort. Au tout début, on est petit, mais peu à peu, on gagne en physique jusqu'à ce qu'on devienne comme ces lutteurs de sumo célèbres que vous pouvez voir à la télé. Donc oui, manger est très important. La suite de notre voyage se déroule à Athènes avec deux jeunes Grecs devenus les porte-drapeaux, c'est le cas de le dire, vous allez voir, de la résistance. Un acte fou que je vous raconte dans l'incontournable. Un vent de liberté souffle sur Athènes. Et même un peu plus dans les quartiers populaires d'Exarchéia et de Psyrie, où les jeunes Grecs aiment se retrouver. Une Grèce moderne avec, encore et toujours, l'Acropole en arrière-fond. Témoin du passé prestigieux de l'ancienne cité et l'un des premiers symboles de la démocratie. Souvent malmenée par les envahisseurs, l'Acropole fut lors de la Seconde Guerre mondiale le théâtre d'un des premiers actes de résistance face aux nazis. Stathis Kalivas, spécialiste de l'histoire grecque contemporaine, a le plaisir de contempler chaque jour l'Acropole depuis son appartement. En avril 1941, les Allemands entrent dans Athènes et la Grèce est entièrement occupée par les Allemands, les Bulgares et les Italiens. C'est ce que l'on appelle en Grèce la triple occupation. Les Allemands arrivent à Athènes au bout d'une campagne éclair de 21 jours. Au fait de sa puissance, le Troisième Reich compte bien utiliser cette occupation pour sa propagande. Pour les Allemands, la Grèce a également une valeur symbolique, car la Grèce représente les valeurs de la civilisation occidentale. Et la Seconde Guerre mondiale n'a pas seulement un aspect militaire, elle a également un aspect civilisationnel. Pour marquer la suprématie de leur modèle, les nazis, à peine entrés dans Athènes, vont frapper un grand coup.
Selon la tradition, un drapeau flotte toujours au-dessus de l'acropole à côté du Parthénon. C'est le siège du pouvoir. Lorsque les Allemands occupent Athènes, il est donc naturel pour eux de placer leur drapeau à l'endroit le plus visible par l'ensemble de la ville. Tout le monde peut ainsi voir flotter le drapeau au-dessus de l'acropole. Ce drapeau, qui nargue les Athéniens, est un rappel incessant et humiliant de leur défaite. Parmi eux, 2 jeunes hommes au sang chaud sont bien décidés à ne pas plier face à l'envahisseur. Vous avez donc des garçons de 19 ans. Ils sont très jeunes. Ils sont tous les deux étudiants. Ils se connaissent. L'un s'appelle Manolis Glezos et l'autre Apostolos Santas. Ce sont de très bons amis. Ils ne sont pas particulièrement politisés. Ce sont juste, pourrait-on dire aujourd'hui, des patriotes grecs. Et ils se baladent. Ils ont beaucoup de temps libre et ils regardent le drapeau et ne l'aiment pas beaucoup. Ils se promènent donc et se retrouvent dans le centre d'Athènes. Ils pensent que ce serait peut-être une bonne idée de grimper sur l'acropole. L'idée leur vient sur le moment. Rien n'est prévu. C'est incroyablement spontané. Et cela ne fait partie d'aucun plan plus vaste. C'est très risqué. Mais ils sont jeunes. Et les jeunes hommes aiment toujours prendre des risques. En plein couvre-feu, les 2 compères marchent vers l'acropole. Ils doivent s'assurer que personne ne les voit. Et ils décident de faire tomber le drapeau, ce qui n'est pas du tout simple pour eux, parce que le drapeau est attaché à une sorte de fil de fer. Ce n'est donc pas facile de le faire descendre, et le drapeau est très grand. Il leur faut donc beaucoup d'efforts pour le faire descendre. Mais ils ont un avantage pour eux. À cause du couvre-feu, il n'y a pas de lumière à Athènes, donc personne ne peut les voir. Le drapeau nazi gît désormais au pied du mât. Glezos et Santas ne comptent pas en rester à ce premier acte de bravoure. Ils ont également décidé de l'emporter avec eux. Et c'est un bagage assez volumineux et très lourd. C'est un tissu épais. Une fois démonté, ils coupent 2 morceaux sur lesquels figure une partie de la croix gammée afin de prouver qu'ils l'ont fait. Puis ils se débarrassent du reste du drapeau. Ils l'abandonnent simplement au pied de la colline. Et puis, chacun rentre chez lui sans être arrêté. Les Britanniques, par le biais de la BBC, s'empressent de relayer l'information. De leur côté, les autorités allemandes condamnent à mort par contumace les auteurs de cet acte. À Athènes, le couvre-feu est avancé à 22 h. Une chasse à l'homme est lancée. La principale conséquence pratique est que les mères des 2 enfants vont être complètement terrifiées et vont prendre les morceaux de tissu qu'elles cachent chez elles et les jeter à la poubelle. Il ne leur reste donc aucune preuve après coup. Depuis Londres, le général de Gaulle qualifie ce geste de premier acte de résistance en Europe. Pour les 2 jeunes hommes, il signe le début de leur entrée dans la résistance active. Ils seront arrêtés à plusieurs reprises, ils vont s'évader, mais ne seront jamais inquiétés pour le vol du drapeau nazi. Beaucoup de choses vont se passer après l'occupation. Il y a une guerre civile. La gauche et la droite commencent à se battre l'une contre l'autre. Manolis Glezos et Apostolos Santas vont tous 2 participer à une autre résistance. Manolis Glezos est à Athènes, Santas, lui, va rejoindre la guérilla à la campagne, et tous 2 seront associés à la principale organisation de résistance communiste. Glezos devient un journaliste reconnu, à la carrière politique très active. Mais c'est pour son acte de bravoure, perpétré avec son ami une soirée de printemps 41, qu'il est entré dans l'histoire grecque. Avant de finir notre voyage, c'est la réponse à la devinette. Quelle est l'origine du ukulélé, l'instrument emblématique de Hawaï? Eh bien, il vient de Madère. Il est arrivé dans les bagages d'un émigrant européen en 1879, Manuel Nunes, venu travailler dans les plantations de canne à sucre. Le soir, pour se détendre, il joue.
Et sa petite guitare portugaise, la braguinha, attire l'attention des locaux qui lui donnent le nom de ukulélé, puce sauteuse en hawaïen parce que les doigts bougent très rapidement sur le manche. Pespalt.